Salut à tous et bienvenue sur YTV. Donc cette fois-ci, on va se concentrer sur les tyrannides. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je faisais le point sur ce qui se passait après Nexus Paria, sur les hypothèses qu'on pouvait avoir sur le devenir de Warhammer 40 000. Alors, la chose qui a été mise vraiment en avant, c'était quand même les tyrannides avec Léviathan. La boîte de la V10, elle s'appelle Léviathan, c'est pas pour rien. Et c'est la menace la plus prégnante en fait sur directement le segmentum solaire. Vous savez, la galaxie est décomposée en plusieurs segmentums. Et puis celui central, alors il n'est pas central géographiquement par rapport à la galaxie, mais central géographiquement par rapport à Terra, le berceau de l'humanité, et Mars, eh bien ce segmentum se fait attaquer par en dessous, par le dessous du plan de l'équateur galactique, du plan galactique, par la flotte ruche Léviathan. Et bien sûr, c'est une menace directe vers Terra, parce que on imagine le siège du palais de l'empereur version tyrannide. Je pense que ce serait vraiment incroyable. Est-ce qu'on va arriver jusque-là ? Je ne sais pas, c'est ce que laisse suggérer en tout cas le lore. Alors, pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo qui se consacre précisément aux événements qui sont donnés dans le bouquin Léviathan. Donc, je vais pas je vais en reparler un petit peu, mais l'idée c'est que je vais pas refaire la même vidéo, ça n'a pas trop de sens. Donc, je vous mets le lien ici, comme ça vous allez la chercher et puis vous la regardez. Ça peut être pas mal aussi de déterrer des vieilles vidéos, comme ça moi ça donne plus de vie à mon travail, parce que c'est vrai que moi j'aimerais bien que toutes les vidéos soient regardées toutes les semaines, bien sûr, je compte sur vous. Donc, là, ce qui s'était passé, c'était qu'on apprenait à la fin, donc là je spoil tout, alors oui, évidemment, si vous n'avez pas vu la fin de la vidéo Léviathan, peut-être zapper les 2 prochaines minutes. En tout cas, on apprenait qu'il y avait une structure colossale qui se dirigeait vers le segmentum solaire, enfin qui était déjà proche, et que cette structure était biologique, et qu'elle avait la taille d'une petite lune, ou d'une lune. Je ne dis même pas petite, je dis petite parce que je suis en ambiance Star Wars, l'étoile noire, etc. Une petite lune, mais là ils disent simplement d'une lune. Et en fait, combien ça fait la distance ? Enfin, quel est le diamètre de la lune ? On prend à laquelle on prend notre lune, à nous par exemple, le diamètre il est de 2 têtes, c'est 3600 km. 3600 km, c'est la taille. On va dire que c'est la taille, parce que notre lune, on va dire que c'est une lune moyenne. Alors peut-être qu'on a une grande lune, je sais pas, mais bon, peu importe, c'est pas trop l'idée. Là, l'idée, c'est qu'on va dire que ça se calque là-dessus. Allez, on va prendre des méga pincettes. On va dire que notre lune à nous est une lune sérieusement plus grosse que la majeure partie des lunes qu'on va trouver dans la galaxie. Donc, on va lui enlever, un petit millier de kilomètres, c'est ce qui est quand même énorme. On va dire qu'on va aller sur du 2500 km. C'est-à-dire que l'organisme qui est en train de bouger, qui s'approche, qui est au sein de la flotte tyrannide, fait au bas mot 2500 km de taille, de diamètre. Alors, on sait que dans Warhammer 40 000, tous les vaisseaux sont reconnus pour être extrêmement grands. Alors j'ai demandé, je me suis renseigné comme ça sur les tailles approximatives, ne serait-ce que dans l'univers des vaisseaux spatiaux, vous savez. Donc je vous remets là un petit peu une grille de comparaison. Alors ces grilles de comparaison, elles sont toujours un petit peu arbitraires parfois, parce que suivant les romans, on peut avoir des descriptions qui sont parfois un peu contraires, et il y a tellement de publications sur Warhammer 40 000 qu'on n'a pas forcément des indications extrêmement claires sur la taille des choses. Dans Star Wars par exemple, c'est beaucoup plus respecté. Dans Warhammer 40 000, c'est soumis un petit peu à interprétation. En termes de taille, ce qu'on va avoir, c'est qu'un vaisseau, on va dire un croiseur, fait dans les 7 km. C'est une petite moyenne. 7 km. 7 km, c'est déjà énorme. Pour ceux qui veulent un ordre d'idée qui est très facile à visualiser, l'exécuteur, donc c'est-à-dire le Super Star Destroyer, je vais vérifier, mais je crois qu'il fait 12 km. 12 km, voilà, par rapport à 7 km d'un vaisseau, d'un croiseur moyen je vais dire Battlefield Gothic, mais de Warhammer 40 000. C'est dire que les vaisseaux dans l'ordre de Warhammer 40 000 sont énormes. 7 km le croiseur, c'est énorme. Et là, on a un vaisseau qui fait 2500 au minimum, 2500 km. C'est dire que c'est colossal. Et on a vu avec Arche Fatidique, il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs je pense que c'est vrai que je vous ai dit que dans Arche Fatidique on mettait vraiment l'accent sur le combat spatial.
Moi, mon idée, c'est que derrière, on va ressortir du Battlefleet Gothic et que du coup, on vous prépare mentalement à connaître un peu les différentes classes de vaisseaux, à connaître l'univers de Battlefleet Gothic, à le redécouvrir pour certains, et ainsi vous dire, ah tiens, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un petit jeu de combat spatial, et le jeu de combat spatial arrive, oh bah c'est incroyable, justement, on avait envie d'avoir ça, mais en fait, il nous prépare le terrain depuis quelques temps. Et en fait, je me dis aussi que c'est pour aussi introduire une notion de taille spatiale, de combat spatial vraiment un peu plus présente avec un organisme aussi grand que cet organisme tyrannide qui arrive. Alors, il n'a pas de nom, il n'est pas nommé encore pour l'instant, mais on rentre dans une ère vraiment de gigantisme. Alors, là encore, si je refais le point avec Star Wars, parce que Star Wars, on est des enfants de Star Wars, donc forcément, on a tous en tête l'étoile noire. L'étoile noire, allez, combien de kilomètres? C'est beaucoup plus petit, 120. 120 km. 120 km pour cette petite lune. Donc vous voyez qu'on est dans des dimensions qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Parce que même si on se dit, ok, 120 km par rapport à 2000, alors on va simplifier les calculs, on va dire c'est 8 fois plus, mais il faut vous dire que 8, ce serait juste la largeur. C'est une sphère. Ça veut dire que dans les 3 dimensions, c'est 8 fois plus. 8 fois 8 fois 8. Ça fait énorme, ça fait vachement beaucoup. Et c'est là où c'est hyper impressionnant. Et je pense que ils sont arrivés sur un ordre d'échelle de valeur qui est extrêmement grand. Pourquoi? Parce qu'on va revenir aussi sur Armoise. Parce que Armoise, la planète de Caliban, c'est une planète qui a été restructurée par Vashtor et il s'en sert comme d'un vaisseau. Donc on a Vashtor avec son vaisseau amiral qui est une planète de taille standard tellurique, voilà. Et vous avez de l'autre côté les tyrannides avec une flotte ruche immense, et en son centre, un vaisseau de la taille d'une lune. Donc on est sur des choses colossales. Alors est-ce qu'il y a un moment donné, peut-être, je ne sais pas, où il y aura un affrontement entre les deux ? C'est possible. Après, dans l'histoire de Warhammer 40 000, alors on a des affrontements entre des entités xéno. Là en tête, par exemple, j'ai l'Empire Orc. Et puis les taux avec Farsight où voilà, il y a vraiment une grande attrition entre ces deux entités, et puis l'Empire Orc d'Octarius se fait plus ou moins, je crois que c'est Octarius, hein, j'ai un petit doute, mais se fait malmener. On a même le personnage principal qui est le grand mec, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un gros mec, je ne sais plus comment il s'appelle, j'essaierai de vous retrouver ça au montage, et donc qui a priori se fait tuer par Farsight, mais il n'est pas vraiment tué, il disparaît dans une bulle de warp, etc. parce que ils ont des engins warp, hein, vous savez, des genres des téléporteurs, des trucs comme ça, donc il y a une petite bulle de warp qui apparaît, et puis il disparaît dedans. Bon, encore un personnage qui est censément mort, mais qui censément reviendra quand ce sera son tour de revenir, un petit peu comme à chaque fois. Et puis, alors tous ceux qui vont me citer encore Ursakar Creed, alors il est pas vraiment mort, hein, il est dans la collection de Trazyn, il peut ressortir en mode Pokéball. Qui on a d'autres? On a Onva, hein, on m'a dit, mais Onva, en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il est mort, mais en fait, il est quand même là sous forme d'hologramme Edia. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Ça change strictement rien, parce que le personnage est toujours là. Il prend toujours des décisions, peu importe en fait. Et puis le dernier qu'on m'avait cité, c'était qui? C'était bien sûr Yarick. Mais Yarick, il y a eu des petites rumeurs comme quoi il pourrait revenir. Donc vous voyez, on est toujours dans ce domaine-là. Voilà. Soit. Mais ce que je me disais, c'était que c'est rare qu'on ait vraiment deux antagonistes, parce que Warhammer 40 000, c'est toujours du sens de l'Imperium, donc on a deux antagonistes qui s'affrontent directement avec des répercussions majeures. Pourquoi? Parce que ça met complètement de côté l'Imperium. Et en fait, on va un peu moins de Space Marine. Non, pardon. On est un peu moins centré sur l'humanité. Et forcément, si on a un combat entre Vashtor et puis les tyrannides, bon, c'est cool, mais il y a une sorte peut-être d'équilibrage, d'annihilation entre Armoise et puis, je sais pas comment on peut appeler ce vaisseau lune tyrannide. C'est un petit peu dommage parce que vous voyez, on vous présente ça comme des menaces extrêmes pour l'humanité. Et puis, si elles se mettent à s'annihiler ensemble et au final c'est fini, on y a échappé belle, hein, super. Heureusement que c'était une grosse menace. Franchement, ça fait un petit peu moquerie. Je sais pas comment le dire poliment, mais vous voyez ce que je veux dire. Autre chose, je voulais vous parler de Tiamat. Tiamat,
Alors Tiamat, c'est la déception pour moi avec la V10, avec le codex de la V10. Et d'ailleurs, comme j'ai encore un codex plus ancien, j'ai regardé ce qui était dit sur Tiamat dans la V8 par rapport à ce qui est dit dans la V10. Et je peux vous dire qu'en V10, c'est extrêmement décevant. Donc pour moi, le lore là dans ce sens-là, il va vraiment pas dans le bon sens. Et même en termes de ce qu'on a comme information dans le codex, entre la V8, la V10... c'est un peu triste, donc gardez peut-être encore vos codex un peu V8 hein, si vous posez la question, parce que c'est vrai que le lore a tendance à s'amoindrir dans les codex, au détriment de ce qu'on peut trouver dans les suppléments, hein, le supplément Léviathan, les suppléments de campagne, le supplément Nexus Paria qu'on a vu récemment. C'est dommage, moi je trouve ça vraiment dommage, parce que, alors Tiamat, qu'est-ce que c'était Tiamat? Tiamat c'était une flotte ruche qui était assez caractéristique parce qu'elle n'attaquait pas. C'était une flotte qui était en mode défense. Et donc c'était extrêmement surprenant pour l'ensemble des intervenants, parce qu'à chaque fois qu'ils étaient en contact avec ces flottes ruches, et puis c'est bizarre, d'habitude les flottes ruches, elles viennent, elles consomment la biomasse du monde et puis elles laissent une coquille vide, et là en fait, ils sont dans le système de Tiamat, c'est pour ça que ça s'appelle la flotte ruche Tiamat, et en fait ils sont en mode défensif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des postes défensifs, ils sont extrêmement résistants. Alors ces tyrannides ont développé, on ne sait pas comment, mais c'est sous-entendu une sorte de carapace en diamant ou ce genre de choses. On ne dit pas exactement comme ça, mais je crois qu'il y a des petits éclats de diamant ou des choses comme ça, ce qui fait que leur chitine, ou chitine, je sais jamais, est extrêmement résistante et dissipe très bien l'énergie. Donc quand on a un tir énergétique, ça fait que peu d'impact, et quand on a un tir cinétique, eh bien c'est pareil, c'est assez suffisant, enfin c'est suffisamment résistant pour que les balles ne perforent pas, etc. Donc c'est très 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 défensif. Alors, dans le codex V10, on nous dit rien, hormis que y a une structure sur cette planète-là qui est défendue par une flotte ruche. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on le saura un jour, peut-être bientôt. Bon, franchement, c'est triste, parce que moi, quand j'avais commencé à lire, la première fois qu'ils ont parlé de Tiamat, j'ai pensé, allez, vous l'avez le mot, c'est Overmind. Si vous avez joué à StarCraft, il y a l'Overmind, c'est-à-dire la personnalisation de l'esprit ruche, en fait, le cerveau ultime des tyrannides. On peut le voir comme ça, on peut imaginer qu'il y a plusieurs Overmind, c'est possible, mais en tout cas, c'est une sorte d'entité, en fait, c'est ce qui permet de physiquement se représenter la conscience collective des tyrannides. Parce que ça peut très bien être une conscience collective dans le sens vraiment chaque élément est une sorte de neurone et au final vous en détruisez un, ça ne change pas grand chose, il faut détruire l'ensemble pour détruire l'esprit. C'est possible, mais là c'est beaucoup plus sympa quand on a un endroit où on peut dire oui là c'est la conscience des tyrannides, si on détruit cet endroit là il peut se passer quelque chose. Alors tel que c'était présenté, c'est vrai que c'était il y a 6 ans et quelques, c'est vrai que c'était une période où typiquement Starcraft 2 était beaucoup plus présent, donc le côté Overmind, on avait ça en tête et c'était assez cohérent de se dire que voilà il y avait des échanges, il y a souvent des échanges qui se sont faits entre Starcraft et entre Warhammer 40 000, hein, donc c'était pas plus étonnant que ça. Et la V10, eh bien la V10 ça a détruit un petit peu toute cette construction, parce que ce qu'on nous présentait alors j'ai quand même une théorie qui se rapproche, mais vraiment à lire les deux bouquins qui ont 6 ans d'intervalle, il y a vraiment un moment où tu te dis en fait non, ils ont changé d'idée, parce que c'est tellement plus présenté de la même façon que c'est étonnant. Donc dans la V8, on nous présente ça comme il y a sur une planète qui est extrêmement défendue par les tyrannides, un continent organique, c'est-à-dire une construction tyrannide qui fait la taille d'un continent. Donc là c'est pareil, on peut imaginer, alors tout dépend du continent, mais voilà, on imagine quand même quelque chose de très gros, ça reste quand même peut-être moins grand qu'une lune, mais en tout cas on a cette construction-là. Et cette construction-là, elle pulse de l'énergie psychique. Donc, on a plusieurs éléments. On a des rangers d'Aletok qui vont sur ce monde-là et qui se retrouvent, certains pris par une surcharge psychique de par les émanations qu'il y a de cette structure, qui ressemble à une sorte de pyramide ou une sorte de cône, donc à l'échelle d'un continent. Alors, c'est un petit peu dur à imaginer, mais une sorte de grande pointe. Et on a aussi une équipe de la Death Watch qui va sur place. Et c'est pareil, elle a un archiviste, et quand il y a une pulsation psychique, eh bien l'archiviste, sa tête explose, et ça attire l'attention des tyrannides d'à côté, et au final, la force de la Death Watch se fait annihiler. Elle a simplement le temps de transmettre un message aux Corvus Black Star avec lesquels ils sont venus, qui est encore en orbite, et le message, après, il va être relayé à l'Inquisition, et on a le fameux Inquisiteur, celui qui a caractérisé la menace tyrannide, à savoir Cryptman, qui
essaye justement avec une compagnie de la Deathwatch de lutter contre cette menace parce que pour lui c'est la plus grande menace tyrannide. Et en fait c'est simple parce que Cryptman ça a toujours été celui qui représentait la lutte. Hein, c'est comme on avait, en fait c'était assez facile à l'époque, mais on avait justement Yarick, c'était contre les orques, et on avait Cryptman qui était contre les tyrannides. Donc si vous aviez un de ces personnages qui était à un moment donné, ça voulait dire que c'était la plus grande menace de ce type-là, donc la plus grande menace orque et la plus grande menace tyrannide. Et donc malheureusement, Cryptman a complètement disparu, et en V10, on a vraiment enlevé tout ça. Et là, il n'y a plus ce côté-là. C'est dommage parce qu'il y avait des histoires qui étaient quand même assez sympas. Hein. Dans le bouquin V8, il y a un moment donné où vous avez un culte du chaos qui se crée, et en fait, parmi ces partisans, eh bien, l'idée se répand que dans le système Tiamat, eh bien, il y a des sauveurs, et que il faut se rebeller pour rejoindre les sauveurs. Et en fait, tout simplement, l'idée, c'est que comme la flotte ruche est plutôt en mode défensif, et qu'elle a besoin quand même un petit peu de biomasse, d'apport de biomasse, eh bien, de par les cultes Stealer, là, pour une fois, d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur la planète dans laquelle il y a le culte Stealer, eh bien, on va miner les défenses pour préparer l'invasion des tyrannides. Et là, c'est le contraire, c'est on va essayer de faire la rébellion, de prendre tous les vaisseaux cargo, etc., et de s'expatrier pour aller rejoindre cet endroit. Donc, c'est-à-dire que là, les tyrannides ont juste à ouvrir la bouche, et en fait, on les nourrit directement, la nourriture vient à eux. Donc ça, c'était assez sympathique. Alors, ça n'a pas été repris avec le bouquin V10, hein, j'insiste, ça fait au moins 4 fois que je le dis, mais c'est frustrant, vous voyez. Moi, j'aime bien quand il y a des petits éléments en plus, et moi, c'est le Tiamat. Vous pourrez voir toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les tyrannides. À chaque fois, Tiamat, j'étais là, ouais, Tiamat, il se passe quelque chose, etc. C'était sympa, ça faisait vibrer l'imaginaire. Vous pouvez partir dans l'idée de il se passe quelque chose, peut-être à Overmind ou comme dans Starship Trooper, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, là, c'est un petit peu annihilé. On nous présente la lune tyrannide. Alors évidemment, c'est plus menaçant parce que c'est un truc qui bouge. Et c'est vrai qu'entre un organisme, l'Athènes, un continent, waouh, qui est défendu incroyablement bien, mais qui reste dans un espace donné, et puis un vaisseau spatial de la taille d'une lune qui vient vers Terra. Ok, c'est un petit peu plus, on a changé un peu d'échelle de valeur, mais c'est pour être un peu équivalent, je pense, encore une fois, avec Armoise de Vashtor. Bon. Maintenant, il y a une chose qui m'a fait réfléchir justement avec Nexus Paria. Dans Nexus Paria, vous avez les Nécrons qui cherchent qui construisent même des pylônes. J'aime bien dire pylônes, des pylônes, et ces pylônes ont un effet vraiment sur le chaos. Ok, et ça marche très bien. Mais en fait, là, dans la forme, on nous dit que ça interfère en fait avec les psycheurs, parce que de nombreux psycheurs sentent l'influence de Tiamat, enfin de ce qui se passe dans le système de Tiamat. On a les psycheurs sur place qui se font, alors les Eldari sont tous plus ou moins psycheurs, donc voilà, pour eux c'est très dur, il y en a qui décèdent. L'archiviste, lui, sa tête explose, et pourtant c'est un archiviste de la Deathwatch, c'est-à-dire que c'était pas tout petit archive, c'est vraiment de l'élite de la crème de la cerise sur le gâteau de la chantilly. Et malgré tout, lui, eh bien, n'arrive pas à contrôler cette puissance. Donc on peut imaginer que les tyrannides, c'est aussi un ennemi naturel, ou plutôt le chaos est un ennemi naturel aux tyrannides. Parce qu'en fait, les tyrannides ne peuvent pas manger le chaos. Les tyrannides ne peuvent pas manger aussi les nécrons. Donc, faut qu'ils trouvent des solutions en fait contre les nécrons et contre le chaos, parce que dans un duel avec l'Imperium, ou les orques, c'est encore mieux les orques, eh bien ça va se fighter, beaucoup de morts, énormément de morts, mais s'il reste juste quelques Genie Stealers, quelques voraces même, eh bien c'est les tyrannides qui ont gagné, parce que les petits voraces, ils vont tout manger, ils vont tout assimiler, et en fait 100% de la biomasse tyrannide plus 100% de la biomasse des orques, donc de l'équipe qui s'est fait vaincre, elle va se transformer en tyrannide, donc c'est la fête ultime, c'est incroyablement super. Alors qu'avec les nécrons, eh bien tout ce qui est perdu, et si jamais c'est un guerrier nécron qui reste à la fin, enfin si les nécrons gagnent, eh bien 100% de la biomasse est perdue. Donc c'est un échec complet. C'est la même chose avec le chaos. Contre le chaos, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à croquer, donc on ne fait que perdre de la biomasse. Et forcément, l'esprit ruche l'a bien compris. Donc l'esprit ruche doit lutter, doit trouver une forme de luttage, ça se dit pas, luttage, une forme de, je sais pas, d'une façon de combattre plutôt le chaos. Et je pense que tout comme les Nécrons, qui font exactement la même chose, on pourrait imaginer aussi que sur Tiamat, il y a une sorte de pylône tyrannide. Et je pense que c'était ça un petit peu l'idée qui était présentée à un moment donné. Alors, il y avait aussi la théorie que c'était une sorte de super balise pour attirer d'autres flottes ruches.
Bon, sachant que au moment où ça existe, Léviathan est déjà là, donc c'est toujours difficile hein, d'imaginer la menace tyrannide en fait. Est-ce que la Voie lactée est une des seules galaxies qui a été encore épargnée par les tyrannides? Est-ce que les tyrannides ont mangé d'innombrables galaxies depuis des milliards d'années? Ou alors, est-ce qu'ils ont fui leur propre galaxie parce qu'il y avait une menace beaucoup plus dangereuse et qu'ils cherchent simplement à se refaire, tel un petit peu des voyageurs de l'espace apeurés et puis affaiblis? On ne sait pas trop, même s'ils sont énormes, évidemment. Enfin, c'est difficile de quantifier ça. L'intérêt d'avoir une balise, c'est en effet s'il y a beaucoup de flottes ruches dans la galaxie. Ça, c'est certain. Enfin, dans la galaxie, dans l'univers ou autour de la galaxie. Si ce n'est pas le cas, l'intérêt de la balise n'est pas fou. Sauf si, justement, c'est une sorte de pylon, version tyrannide, et où on a l'ombre dans le warp, qui serait l'équivalent du Nexus Paria, version tyrannide, qui se répandrait comme ça et qui permettrait de lutter très efficacement contre le chaos parce que bah, justement, il n'y aurait plus d'apparition du chaos et puis chacun des combats se ferait contre des entités plutôt biologiques. Alors bien sûr, il faudra encore gérer le cas des nécrons, hein, ça il y a toujours moyen d'y réfléchir, mais voilà, en tout cas, se débarrasser du chaos, ce serait vraiment un bon pied à l'étrier pour dévorer la galaxie pour les tyrannides. Alors, conclusion de tout ça, c'est quoi? Pour moi, c'est que Tiamat, c'est une sorte de voie de garage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, ils ouvrent tout au long de l'existence des armées des sortes de voies, comme ça, en se disant, bah tiens, on va mettre cette voie-là. Et en fait, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais peut-être que des auteurs se disent, bah tiens, j'ai cette idée-là, on pourra l'exploiter. Et en fait, on ouvre une porte. On ouvre la porte Tiamat, par exemple. On peut ouvrir plein d'autres portes comme ça. Et puis, à un moment donné, eh bien, les créatifs se disent, tiens, en fait, c'est pas mal d'utiliser ça. Ça irait bien avec la gamme de décors qu'on a envie de sortir, l'état d'esprit qu'on a envie de mettre sur le jeu, le type de campagne qu'on veut faire, le type de protagoniste qu'on a envie d'utiliser. Et là, ils utilisent en fait cette porte, ils l'ouvrent et puis hop, on va développer complètement les choses. Typiquement, le Nexus Paria, c'est ce qu'on a vu très récemment. Là, Léviathan, Léviathan, ça s'est pas du tout porté sur Tiamat, c'est porté sur cette nouvelle menace. Enfin, en même temps, ça fait aussi très longtemps qu'on a ce plan de coupe avec la galaxie et on voit que les flottes ruches arrivent par en dessous. Ça, c'est depuis quasiment tout le temps. Hein. Je vérifierai, mais je crois qu'en Codex V3, c'était déjà le cas. Donc c'est dire que voilà ce qui a été mis en avant. Alors est-ce que c'est-à-dire que Tiamat, peut-être que dans 6 ans ils vont nous le remettre ou dans 12 ans, peut-être encore, je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, c'est pas ce qui va être exploité maintenant. Là où on en est, c'est bien sûr Léviathan, les tyrannides, c'est l'armée de la V10, donc c'est la menace de la V10. Mais vous voyez, malgré tout, un petit peu comme ce qu'on a eu à l'image des Nécrons, on a eu les Nécrons avec la V9, qui était la menace incroyable, avec le retour du roi silencieux. Mais au final, tout au long des 3 années d'existence de la V9, on n'a pas eu beaucoup plus que ça de choses sur les Nécrons. On n'a rien eu de plus. Et là, je pense que c'est en fait la même chose qui va se répéter avec les tyrannides, c'est-à-dire qu'on a Léviathan, grande menace sur le segmentum solar qui était le plus tranquille. Et même en fait, il y a le segmentum pacificus qui est justement tiré son nom du fait qu'il n'y avait pas de danger, hein, pacificus, pacifique, voilà. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Alors ce qu'on a eu aussi, c'est l'introduction de nouveaux personnages, pas forcément de nouveaux personnages, parce qu'on avait le maître des essaims qui caractérisait jusqu'à présent la volonté de l'esprit ruche, mais ce qu'on a aussi maintenant, c'est les émissaires Norn. Et en fait, émissaire Norn, ça veut bien dire le représentant, celui qui est envoyé par les reines Norn. Les reines Norn, ça, on connaît hein, dans le lore depuis très longtemps, mais il n'y avait jamais vraiment d'implication. C'était plutôt le maître des essaims qui caractérisait ça. Et là, maintenant, on a ces émissaires Norn. Et vu la créature, c'est quand même un peu plus badass. Ouais, c'est vrai que quand les émissaires Norn sont sortis, mis en rapport avec la figurine du maître des essaims, tu fais bah le maître des essaims en fait c'est pas trop fifou. Et en fait moi-même je t'ai posé la question, j'ai discuté, je me disais mais pourquoi dans ce cas-là la volonté de l'esprit ruche s'incarnerait pas plutôt à travers le maître des essaims? Donc après dans les commentaires ce que vous m'aviez répondu certains c'était oui mais en fait le maître des essaims faut voir ça comme un atout stratégique en fait, c'est-à-dire juste pas la plus belle forme de combat tyrannide, mais plutôt l'expression en fait de la stratégie tyrannide. Voilà. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les émissaires Norn, ils savent extrêmement bien se battre parce que ils mettent en déroute une escouade de custodes. Donc on peut dire que c'est pas des manches, hein, comment dire ça. Donc forcément,
Il y a de la surenchère. Non, forcément, l'idée, c'est de sortir aussi une nouvelle figurine plus belle. On peut imaginer aussi que peut-être que dans 3 ans, quand il y aura je pars toujours sur le rythme de 3 ans, parce qu'à chaque fois, c'est les paliers. Hein. On peut avoir un personnage spécial qui va sortir basé sur un émissaire. Peut-être que l'émissaire, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, eh bien, la menace Norn va être plus représentée, qu'on va avoir ne serait-ce qu'une illustration. En fait, ce qui est vraiment important aussi à noter, c'est que si on n'a pas de figurine pour se représenter les choses, il nous reste que les illustrations. Et les illustrations, bah, si on n'a pas de nouvelles illustrations, on ne peut pas imaginer les choses, on n'a que des descriptions, mais c'est pour moi l'illustration qui incarne vraiment les choses. On peut se représenter les choses et je pense que l'esprit humain, en tout cas moi, j'ai besoin de me représenter les choses et avoir un dessin qui représente les choses, ça m'aide beaucoup. C'est pour ça que quand on voit l'Overmind, bah moi quand je pense à Tiamat, je pense un petit peu à cette forme-là, quelque chose, enfin bon, voilà, j'essaie de trouver une photo de l'Overmind, mais voilà, donc... Où est-ce que ça va aller? Je pense, à mon avis, qu'on va rester sur notre fin avec cette V10 parce que il n'y aura pas beaucoup plus d'évolution. Je ne vois pas, mais ça pourrait. Une fin de V10 avec, par exemple, le siège du palais de l'empereur par la flotte Léviathan, ce serait incroyable. Ce serait une vraie surprise. Mais en fait, souvent, ce n'est pas le cas, en fait. Souvent, on n'a pas de fin de version. Sauf quand il y a vraiment quelque chose de majeur, on a vu avec Gathering Storm. Sinon, bah, à un moment donné, hop, on a une nouvelle boîte et une nouvelle menace qui apparaît, mais au final, on n'a pas traité, on n'a pas conclu l'arc narratif qui était avant. C'est quelque chose qui est dommage, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant. Enfin, moi j'aimerais que ce soit conçu comme ça. J'aimerais qu'à chaque version... En fait, franchement, quand on a vécu la V7, la V8, ce passage-là, moi j'avais vraiment envie qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle version, il y ait vraiment une cassure dans le lore et la fin d'un arc. C'est-à-dire qu'on a fini l'arc Gathering Storm, on a maintenant la nouvelle menace avec les Nécrons, mais voilà, en fait, Gathering Storm, il n'y a pas eu de fin. Enfin, je veux dire, c'est quoi la fin? Il n'y a pas eu de fin. Abaddon, il a eu ce qu'il voulait, on a eu Arche Fatidique, on a eu Vashtor, mais en fait, c'est que mettre des nouveaux éléments, en fait. Il n'y a aucun moment où on clôture quelque chose et où on ferme un chapitre de l'histoire. On est plutôt en train d'en ouvrir, et puis ça saute toujours plus, mais ça se ferme jamais. Il n'y a jamais de fin, je trouve ça dommage, et j'aimerais vraiment, à l'image de ce qu'on voit dans les séries par exemple, dans des romans, et bien voilà, une page se tourne et on avance. Voilà. Après, la difficulté c'est que le lore Warhammer 40 000, c'est une grosse pépite dorée, la grosse poule aux œufs d'or pour Games Workshop, et que je pense que ils en prennent soin, ils la caressent et surtout ils lui enlèvent. Alors ils essaient de la traire, hein, pour traire une poule c'est un peu compliqué, mais on imagine bien l'image, mais sans l'abîmer. Et surtout sans la changer, pour pas trop bousculer les habitudes. Et on voit bien que là, je leur bats de couche, mais quand il y a eu les custodes femmes justement, bah ça a remué en fait beaucoup de choses. Donc on peut comprendre que du côté de chez Games, ils soient un petit peu frileux pour faire avancer des choses comme typiquement le siège du palais de l'empereur avec les tyrannides. Ça, honnêtement, je pense que ce serait incroyable. Ça nous changerait en plus de Imperium contre Chaos. Et puis, ce serait une vraie menace tangible. Hein. On aurait vraiment cette sensation de ça va pas s'arrêter en face, il n'y a pas de négociation possible. Il faut vraiment les éradiquer jusqu'au dernier. Hein. C'est ce qu'on a vécu sur Macrage. Je trouve que c'était assez épique. Et en fait, quand on pense Ultramarine et quand on pense les grandes batailles, je trouve que justement, la bataille contre les tyrannides, elle est, dans mon esprit en tout cas, c'est peut-être propre à chacun, mais beaucoup plus marquante que celle qu'on a avec Mortarion. C'est bien dommage parce que j'aimerais que vraiment, à chaque fin de cycle, on est justement des cycles, alors que là on n'a pas de cycle, on a des sortes d'ellipses qui sont faites et qui sont toutes envoyées dans différentes directions, qui se chevauchent parfois, mais sans jamais d'aboutissement. Voilà. Donc bah voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'on va avoir le retour de Tiamat, peut-être quelque chose qui va vraiment être utilisé à un moment donné, est-ce que en effet la construction peut s'apparenter au pylon Nécron, est-ce que ce serait plutôt une balise pour attirer vraiment l'ensemble de la race tyrannide ou des renforts tyrannides pour venir annihiler la galaxie? Est-ce que ce qu'il y a déjà en fait dans la galaxie n'est pas suffisant pour l'annihiler? C'est aussi une question qu'on peut se poser. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à aller dans la partie commentaires, parce que dans la partie commentaires et sondages, je vais vous faire, en fait, dans la partie communauté, je vais vous faire en fait des sondages. Je vais essayer comme ça de faire des sondages après chaque vidéo, comme ça va pouvoir permettre de rebondir parfois sur les vidéos et puis de les réutiliser et puis qu'il y ait un vrai échange. Moi, c'est ça que j'ai envie de proposer sur la chaîne, c'est un vrai échange sur le lore. C'est pas
quelque chose, c'est pas un cours magistral, je suis pas en train de vous donner le lore et puis bah voilà, c'est comme ça. Ça n'est pas soumis à interprétation. Moi, je suis plutôt au contraire dans l'échange et dans qu'est-ce que vous en pensez. Réfléchissons ensemble sur l'avenir du lore. Voilà, en tout cas, quand c'était pas un roman. Donc prochaine vidéo, je ne sais pas encore, mais je me demande si on va pas commencer vraiment un roman. On verra si dans les commentaires il y a quelque chose qui m'aiguillonne à fond. On peut aussi repartir sur des vidéos comme ça. En tout cas, vous avez été très client de la dernière vidéo, justement où je donnais mon avis comme ça. Donc tant mieux, parce que c'est vraiment ce que je cherche à vous proposer sur la chaîne. Très prochainement, on va revenir sur Gathering Storm, le tome 2, mais peut-être pas tout de suite. Et puis de temps en temps comme ça, des petits débats, des petits what if, ça pourrait être sympa aussi dans l'imaginaire. Enfin vraiment, s'approprier le lore, c'est vraiment ce dont j'ai envie de faire. Voilà. Bon, si ça vous a plu, comme d'habitude, le like, le commentaire, le petit pouce up et le coup de Tipeee si vraiment ça vous a touché. Merci à vous, allez à bientôt, salut, bye.